Famille, justice, enfance. Bonjour et bienvenue dans le numéro 114 de Famille, Justice, Enfance sur RLP, Radio Libre en Périgord 102.3. Aujourd'hui, dans cette émission, nous aurons comme invité principal Monsieur Alain Bouregba. Monsieur Bouregba est psychologue, psychanalyste, maître de conférences à l'Université Paris 5 René Descartes, directeur de la Fédération des relais enfants-parents à Montrouge, conseiller technique auprès des services de la protection de l'enfance du Conseil général des Hauts-de-Seine et chevalier de la Légion d'honneur. Monsieur Bouregba est un auteur qui a énormément travaillé sur les liens parentaux entre détenus et leurs enfants, ainsi que sur les troubles de la parentalité. Il a d'ailleurs écrit Les troubles de la parentalité, approche clinique et socio-éducative aux éditions Duno en 2020, ainsi que L'enfant et son parent, l'histoire d'une empreinte, toujours chez Duno en 2011. Les liens familiaux à l'épreuve du pénal aux éditions RS. Monsieur Bouregba nous a fait l'honneur d'une interview. Vous comprendrez en l'écoutant qu'il a fourni énormément d'efforts. Il est à la fois peu disponible et surtout il est atteint d'un certain nombre d'incapacités qui font que sa parole est rare. Mais sur RLP, aujourd'hui, nous avons une exclusivité et nous aurons le privilège d'avoir ses réponses à nos questions. Mais tout d'abord, les actualités. Ne bougez pas, c'est juste après ça. RLP. Radio Libre en Périgord. Famille, justice, enfance. Maxime Wine a donc passé 2 semaines en haut d'une grue à Halluin dans le Nord. Le schéma est désormais habituel. Il est accusé d'avoir été violent. La mère ne veut pas qu'il voie ses enfants. Il n'y a aucune preuve, aucune condamnation, mais il ne les a pas vus depuis maintenant 4 ou 5 ans parce que c'est visiblement la parole contre-parole et dans ces cas-là, on vous prive de vos enfants. Voici à ce sujet l'interview du maire d'Halluin, Jean-Christophe Détailleur. Ce que je puis vous dire, c'est que nous avons un personnel de grande qualité, notamment des psychologues, les services de la police, qui sont en train de gérer cela, car nous souhaitons éviter absolument un drame, que cette personne se suicide. Il s'agit vraiment d'une séparation extrêmement douloureuse. La maman ne souhaite pas reprendre contact avec ce monsieur, et ce monsieur serait responsable de gestes violents. Donc vous voyez que c'est un dossier très 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 complexe. Une ville telle que la nôtre ne peut pas gérer cela. Nous faisons totale confiance aux RAID, aux équipes de police et surtout aux équipes médicales spécialisées pour tenter de convaincre ce monsieur de descendre de la grue, car nous voulons à tout prix éviter un drame. Notre commune de 21 000 habitants, bien évidemment, ne peut pas agir directement. Ce sont donc les services médicaux et de police qui prennent en charge cela. Je crois que ceci doit être traité uniquement par des gens habilités à gérer ce type de situation extrême. Voilà. Heureusement, tout est bien qui finit bien et Maxime est redescendu de sa grue. Espérons que ceci lui permettra d'avoir au moins un accès à ses enfants. En bref, le père qui avait passé 11 jours en haut d'une grue à Halluin est sorti de garde à vue cet après-midi. Selon l'Actu, il est convoqué au tribunal le 9 mars prochain pour menace de mort sur un policier et dégradation dans la grue. L'homme qui avait fait ce geste, c'était pour retrouver ses 2 filles qu'il n'a pas revues depuis 4 ans. Il proteste notamment contre le système judiciaire, responsable selon lui de la perte de la garde de ses enfants. RLP. Radio Libre en Périgord. Famille, justice, enfance. Actualité toujours. Durant l'été, la France a publié avec plus d'1 an de retard sur le calendrier fixé par le Comité des droits de l'enfant de l'Organisation des Nations Unies. L'État français vient de rendre son 6e rapport périodique sur la situation des droits des enfants en France. Alors dans ce rapport, il y a beaucoup d'autocongratulations et la France se présente comme un pays modèle. Mais une fois finie la lecture, il est permis d'être quelque peu déstabilisé, voire démoralisé. La protection de l'enfance engloutit dans notre pays 8 milliards d'euros par an pour un, disons-le, piètre résultat, car il faut quand même constater le désastre de l'aide sociale à l'enfance, l'ASE, l'encombrement des juges aux affaires familiales et des tribunaux pour enfants.
l'absence de mise en œuvre des mesures prescrites par faute des moyens indispensables, les délais d'attente de prise en charge en pédopsychiatrie et en CMP, l'augmentation inquiétante du harcèlement scolaire et des violences sur mineurs, et tout simplement le non-respect des clauses signées par la France au CIDE, Convention internationale des droits de l'enfant, qui dit que les liens parentaux, les droits parentaux entre les enfants et les parents doivent être protégés par l'institution. Alors, 8 milliards par an pour obtenir à ce que nous vivons actuellement, cela fait quand même un peu cher. Nous noterons quand même que notre pays a fait l'allongement de la durée du congé de paternité et promet de protéger nos petits un jour, peut-être, éventuellement, de l'accès, l'exposition au contenu à caractère pornographique dont on attend toujours le blocage des multiples sites accessibles aux enfants, même à travers les filtres parentaux. Nous rappelons que la France, qui a ratifié la Convention internationale des droits de l'enfant, la CIDE, en 1990, est rentrée en 2020 dans le cycle d'examen du respect de ses engagements par ce comité. Et ben voilà, maintenant, il faudrait peut-être respecter ce qu'il y a dans ce traité. RLP. Radio libre en Périgord. Famille, justice, enfance. RLP 102.3, aujourd'hui avec Alain Bouregba, psychologue clinicien, maître de conférences en psychologie sociale, Université de Paris 5, René Descartes, psychologue, psychanalyste, directeur de la Fédération des relais enfants-parents à Montrouge, conseiller technique auprès des services de la protection de l'enfant du Conseil général des Hauts-de-Seine, qui a beaucoup travaillé et écrit sur la problématique du lien de l'enfant et du détenu, notamment. Monsieur Bouregba, vous allez bien ? Très bien, merci. Est-ce que vous pouvez vous présenter ? Est-ce que j'ai oublié quelque chose ou est-ce que c'est bien vous ? C'est bien moi, si ce n'est que j'ai aussi des études de philosophie. Oui. J'ai fait des études de philosophie et que je tiens beaucoup à ça. D'accord. Donc vous êtes auteur de 4 livres, Les liens familiaux à l'épreuve du pénal, La protection de l'enfance aux éditions Duno, et puis L'enfant et son parent chez Duno aussi en 2011, et Les troubles de la parentalité en 2020 aux éditions toujours Duno. Tout à fait. Alors, voilà. Sur les soins psychiques. Qu'est-ce que les soins psychiques ? Ok. Alors, ce qui m'intéresse, ce que j'aimerais que vous nous expliquiez, parce que vous avez fait un très grand travail intellectuel sur cette question-là, quelles sont les incidences sur l'enfant des séparations parentales lorsqu'un enfant n'a plus accès à ses parents ? Qu'est-ce que ça signifie pour lui ? Ça signifie socialement, quelles que soient les conditions de la séparation, si ça entrave le processus de séparation naturel. Toute entrave au contact avec le parent entrave étonnamment le processus de séparation naturelle. C'est que le grandir, c'est se séparer. Et se séparer, c'est normal. Et quand c'est provoqué de façon réelle et précocement dans le vie de l'enfant, ça l'empêche d'arriver à son terme, ce processus de séparation. Finalement, c'est un paradoxe. Plus on sépare, plus on parler d'éloignement, plus de séparation, et plus on éloigne l'enfant de son parent, plus il devient difficile de s'en séparer psychiquement. C'est ça le grand paradoxe. Robert Desnos écrit tout ça, mais sont fabuleux en disant, plus tu t'éloignes, plus ton enfant s'agrandit. Mais c'est exactement ça. Plus la parent s'éloigne, plus son enfant grandit dans l'esprit de son enfant. Et plus cette ombre est grande, plus en plus l'enfant est invité à ne pas dire de choses, pas parler de son parent, plus cette ombre sera pesante pour lui. Et finalement, il aura beaucoup plus de mal à se séparer qu'il n'aurait des difficultés à se séparer physiquement de son parent quand t'arrives l'heure de l'adolescence. Voilà. C'est principal. Ces éloignements provoqués tous dans la petite enfance, ils vont surdéterminer l'importance du parent. Ils vont pas l'effacer ou contraire, ils seront surdéterminés. C'est-à-dire, vous nous dites que si un enfant n'a pas accès à son parent, il va l'idéaliser un petit peu ? Diaboliser absolument. D'accord, en fait, ok. Il va rentrer dans des extrêmes, son imaginaire va prendre le pas, et il va en avoir soit une version idéalisée, soit une version diabolisée. Absolument ça. Et une version diabolisée, il ne va pas rien faire. Il aura la cause de son malheur, cause essentielle de son malheur. S'il l'idéalise, il aura aussi cause essentielle de son malheur. C'est vrai. De cache, c'est une entrave terrible à l'enfant. Ça, c'est intéressant parce que ça rejoint un débat actuel. Vous dites que diaboliser un parent, en fait, dans son intellect, est-ce que c'est pas un peu le départ de ce qu'on appelle l'aliénation parentale ? Vous avez le départ de l'aliénation parentale. C'est le départ. Des fois, on ne sait de voir qu'un enfant est enchaîné à son parent. Tu ne vois pas. Et puis il est complètement enchaîné, il est complètement déterminé. Moi, le mouvement de vie, nous, on a l'impression qu'il aura peut être tout à fait. Mais ce n'est pas ça. Justement,
on a éloigné l'enfant de ses parents. Et c'est ça qui est pas du tout grave. Aujourd'hui, on parle beaucoup des violences faites aux femmes. Et Madame le ministre était complètement insensé. Il n'a pas vu d'enfant depuis très longtemps. C'est l'inverse qu'il faut dire. C'est quand c'est pas un enfant de son parent. Et on le détermine. Et là, on aura des enfants qui vont faire de leur père violent, soit un diable, soit un dieu. Dans le cas où ils le feront devenir un dieu, ils reproduiront aussi. C'est moins. Dans le cas où les enfants un diable, ils seront aussi acculés. Et c'est trop d'importance dans leur esprit. Finalement, on va vers ce qu'on imaginait. Plutôt que d'ôter l'enfant à l'emprise de son parent, on les place complètement dans l'emprise. Pas besoin de contact pour être en emprise. Donc je vais essayer de résumer ce que vous avez dit. Vous dites qu'en ce moment, on parle beaucoup des violences faites aux femmes, mais qu'on oublie que priver un enfant d'accès à ses parents est aussi une violence. C'est bien ça que vous avez dit. Bien sûr. Voilà, parce qu'après, il va avoir une relation à son parent qui sera imaginaire et ce sera une cause de mal-être. Bien sûr. D'accord. D'ailleurs, comment se fait-il qu'un criminel en prison, qui a encore les droits parentaux, on a l'impression que parfois qu'un détenu à la prison a plus de droits pour voir ses enfants et avoir des informations sur ses enfants qu'un parent qui divorce mal. À votre avis, ça vient d'où, ça ? Ça vient de l'administration pénitentiaire a pris conscience des ruptures familiales. L'administration pénitentiaire a conscience de l'importance de ce lien-là et cherche plus à le protéger en fait que le reste de... Bien sûr. On est conscient qu'il n'y a pas de réparation. La détenu qui ne se répare pas en tant que parent, c'est la première responsabilité qu'on a, c'est la responsabilité des proches. Ensuite, on peut avoir la responsabilité plus importante du quartier, de la communauté, et ensuite vers le pays. C'est la responsabilité beaucoup de relations entre parents. Et quand un homme est responsable de ses enfants, il y a un citoyen en devenir. Ça s'était bien compris par les Américains, même Bush, qui voulait financer des programmes d'aide pour maintenir les relations familiales, alors qu'en même temps, il avait trouvé de s'opposer à l'interdiction de la peine de mort chez l'enfant. D'accord, donc vous dites en fait que le système pénitentiaire sponsorise d'ailleurs et fait des dépenses pour maintenir les relations parentales entre les détenus et leurs enfants, alors que dans le même temps, les tribunaux, eux, ont plutôt tendance à couper ces relations. C'est ça ? C'est dans un terme, l'importance du lien pour la réinsertion. Oui. Aussi, les services rendent des gens meilleurs quand ils maintiennent leurs liens familiaux. Ils le sont à la sortie plus responsable. Sortir responsable de ces liens familiaux, c'est déjà être une situation de réparer en tant que citoyen. Si on n'est pas responsable de ces enfants, on ne peut pas être réparé en tant que citoyen. C'est au niveau de la responsabilité. D'accord. En fait, on n'est pas assez responsable, on ne prend pas assez soin des liens familiaux, c'est ça ? C'est ça. RLP. Radio libre en Périgord. Famille, justice, enfance. Alors, effectivement, c'est la question d'après. Nous, on a l'impression au niveau associatif que les droits parentaux, parce qu'en fait, les droits parentaux, c'est le droit, ça marche dans les deux sens, hein. C'est le droit de l'enfant à avoir accès à ses parents, c'est le droit du parent à accéder à ses enfants, n'est pas vraiment protégé par la société. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est pas du tout protégé, non. Vous avez dit pas du tout protégé, c'est ça ? Non, pas du tout protégé. C'est D'accord. une hostilité actuelle. C'est de la famille. Il y a une hostilité par rapport au niveau de la famille, vous constatez ? Les propos de Madame Borne, la ministre de l'égalité entre les femmes, extrêmement aberrant. C'est un scandale. C'est la revient sur tous les principes fondamentaux qui font notre éthique depuis deux millénaires. Ça, c'est vrai. Vous critiquez Madame Borne et ses déclarations, effectivement. Oui. Elle dit qu'il faut une justice d'exception. Exception, c'était une justice d'exception. Il n'y a pas lieu d'avoir une justice d'exception. Puis pourquoi serait-on mauvais à partir d'un acte ? Bien sûr qu'il y a le parent condamnable quand il a rappelé son épouse. Bien sûr qu'il est condamnable quand il a fait ceci. Est-ce qu'on doit les déterminer à ne plus être capable parce qu'il a fait cela. Pourquoi serait-on déterminé par rapport à un acte et pourquoi ? Parce qu'on a fait quelque chose à un moment donné, on ne serait plus capable d'éduquer un enfant ensuite. C'est ça, en fait. C'est exactement ça. On ne peut pas qualifier la personne à base de ces actes. On ne peut pas qualifier la personne à cause d'un incident. Non, pas de ces actes. On est l'acte condamnable, il doit être condamné et réprimé, mais on ne peut pas réduire la personne à ces actes. C'est quelque chose qui n'existe pas en Occident. C'est le principe qui s'autodistingue, si vous voulez. On ne peut pas réduire la personne à ses actes. On ne peut pas réduire la personne à ses actes. En Occident, on ne fait pas ça. D'accord. Non, c'est pas ça. Ouais. La justice, en Occident, ils vont sur la distinction qu'on fait entre l'acte et la personne. On juge la personne, on ne juge pas l'acte. On juge la capacité de la personne à adhérer à son acte. Et ça, c'est ça qui est important. C'est pour ça qu'on n'est pas dans une tradition de vengeance, de différence de la justice de vengeance à partir de ce principe-là. Et là, balayer tout ça, on prononce à ce principe sacré qui fait de la justice en Occident, qui n'est pas la loi du talion, qui est une progression de la civilisation énorme. Et quand elle dit qu'elle est mauvais père, on n'est pas mauvais père. Tout le temps, on n'est pas mauvais père. Et puis c'est pas nous qui est mauvais père, c'est l'enfant lui-même. C'est l'enfant de dire qu'il est mauvais père. On n'a pas à le dire pour lui, Il y a pour lui ce qui fait porter le poids de nos rancœurs, de nos affectifs. C'est pas du tout comme ça qu'on fait. On est des enfants, c'est pas vraiment lui.
en lui disant que son père est mauvais, c'est en lui disant que s'il a péché la tête pas bien, c'est en lui disant qu'il est mauvais. Genre, c'est ni l'ambivalence de l'enfant. L'ambivalence de l'enfant qui peut être très tendre en attaché à son père, et en même temps, c'est en colère contre son père. C'est son ambivalence, ça veut dire que son père est mauvais. Et si lui a du sentiment vis-à-vis de son père, on est dans une situation dramatique, il n'y a pas d'autre solution que de lui donner raison et d'oublier qu'il a aimé son père, il lui est tort, et il donne raison à son père. Et quand on sait, on résout pour lui, on contraint simplement son ambivalence. Il peut douloureux encore. D'accord, donc si je comprends bien, vous dites que même si l'enfant est en colère contre son père ou que à un moment donné, le père a eu des actes qui n'étaient pas forcément bons, il est scandaleux de rompre les liens entre un parent et un enfant, et inversement, ce qui correspond à ce que j'ai entendu ici lors de plusieurs intervenants. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est que vous avez fait votre travail par rapport à des personnes qui, eux, se sont vraiment mal conduites pour de vrai, parce qu'elles sont en prison. Et donc, nous, dans l'environnement des divorces, où parfois on a un problème, c'est-à-dire qu'on n'a pas des droits de visite qui sont honorés, ou alors on a des dénonciations et autres, parfois on n'arrive pas à avoir les enfants, et vous trouvez ça scandaleux, et vous trouvez que ce n'est pas à la société d'oblitérer les relations parentales. Non, voilà. D'accord. Bon. Quand elle le fait, c'est affreux. C'est affreux, on ne sait pas du tout où va ce genre de totalitarisme. Toutes les sociétés totalitaires ont été des nuages contre la famille. Ah oui, vous employez carrément le terme de société totalitaire vis-à-vis de la famille. Bien sûr, bien sûr. Je crains le pire. Une totalitarisme, c'est le mode de pensée. Donc quoi, on ne peut pas penser qu'un parent est bon ou mauvais, Dieu Seigneur. C'est pas à nous de dire ça, c'est quelque chose très intime. D'abord, c'est pas toujours par lequel c'est de me considérer mon père comme mauvais, et un jour le considérer comme bon. C'est une évolution constante. C'est une relation intime. On peut pas estimer qu'un parent, un père est bon ou mauvais, car c'est en évolution constante, c'est ça? Constante, bien sûr. Ouais. Tout au long de la vie, on regarde son père différemment. Un jour on le considère bon, un jour on le considère mauvais. Et puis c'est partie de notre privilège. Et il a le droit de dire pour nous qui était bon, qui était mauvais. C'est seulement pas le pouvoir politique, c'est seulement régner. Ok, Monsieur Bourrekba, je vous remercie. Je vous remercie beaucoup d'avoir fait l'effort de nous consacrer un peu de votre temps. Votre parole est précieuse et elle est rare. Et je pense que tout le monde a compris que vous avez vraiment fourni un effort pour nous donner vos opinions par rapport à cette question. Est-ce que vous travaillez actuellement sur un nouveau projet, sur un nouvel ouvrage? Un nouvel ouvrage, il faut donner un ouvrage sur les soins psychiques. Sur les soins psychiques, d'accord. Voilà. Quelle est la définition, quelle est la pertinence, c'est qu'un soin psychique? La définition d'un soin psychique. Ok. Toujours aux éditions RS ou chez Dunod? Dunod, probablement Dunod. Très bien. Bah, écoutez, n'hésitez pas, lorsque cet ouvrage sera sorti, si vous voulez en faire un peu la promotion chez nous. Voilà. Très bien. Nous vous remercions beaucoup, Monsieur Bourrekba. Merci beaucoup pour votre parole. Merci. Voici maintenant la chanson de la semaine. Famille, justice, enfance. Longtemps j'ai cru que la maramaille, j'en voudrais jamais dans mes jambes, que j'endurerais jamais que ça braille, même en punition dans une chambre. Longtemps j'ai cru que la maramaille, y avait des filles faites pour ça, et qu'elle méritait des médailles. Et j'étais pas de ces filles-là. Mais d'où me vient cette envie folle? Mais d'où me sortent ces idées-là? Cette passion des cours d'école, cet attendrissement que voilà. Je m'émeus devant les femmes enceintes qui magasinent les berceaux, qui ont les seins gros comme ma crainte d'avoir toute la marmaille à dos. Toutes mes certitudes s'écroulent, je veux de la marmaille. À moi je veux moucher les petits nez qui coulent, je veux mettre ça en pyjama. Je veux que ça crie, je veux que ça saute, que ça brise des matelas. Et je veux que ça salisse des chaises hautes, je veux de la marmaille. À moi
moi. Je sais pas pourquoi, mais la maramaille, je croyais que ça m'aimait pas la face, que ça priait pour que je m'en aille. Quand j'arrivais dans leur espace, longtemps j'ai cru que la maramaille, j'en aurais jamais sur les bras, que j'avais ni le cœur ni les entrailles assez solides pour porter ça. Je m'émeus devant les femmes enceintes qui magasinent les berceaux, qui ont les seins gros comme ma crainte d'avoir toute la marmaille à dos. Toutes mes certitudes s'écroulent, je veux de la marmaille. À moi je veux moucher les petits nez qui coulent, je veux mettre ça en pyjama, je veux que ça crie, je veux que ça saute, que ça brise des matelas, et je veux que ça salisse des chaises hautes, je veux de la marmaille. À moi je veux nettoyer les genoux qui saignent, je veux de la marmaille. À moi je veux que ça bouge, je veux que ça se plaigne, je veux emmener ça au cinéma, je veux ressusciter le Père Noël, je veux que ça y croit, je veux que ça attrape la varicelle, je veux de la marmaille. À moi mon univers a basculé, je veux de la marmaille. À moi. Et c'est depuis que t'es arrivé que je veux de la marmaille. Je veux de la marmaille de toi. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas le groupe Facebook, Association Équité Parentale. Vous pouvez d'ailleurs nous envoyer vos actualités si vous en avez, que vous pensez qu'elles nécessitent ou qu'elles méritent d'être mises en avant. La semaine prochaine, nous accueillerons comme invité principal Monsieur Joël Clerget, qui a écrit plusieurs ouvrages fondamentaux et qui nous parlera notamment de la manière dont un petit garçon devient un papa, quel est ce processus entre ce nouveau-né et ce père qui apparaît. Mais ça, ce sera pour la semaine prochaine. En attendant, portez-vous bien, soyez sages et à bientôt. Bisous, bisous, au revoir. Famille, justice, enfance.